Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de décryptage proposée par Agnews Expérience Client. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est révélateur, qui est la réclamation. Alors, est-ce qu'un client qui prend le temps d'exprimer ce qui ne va pas, est-ce que c'est un râleur ou au contraire un contributeur de l'amélioration continue? Comment on s'organise autour de la réclamation dans une entreprise? Eh bien, pour parler de ces sujets, j'ai deux invités de choix. Catherine Rucki, coach formatrice et membre fondatrice de La Marque. Bonjour Catherine. Bonjour. Et Daniel Rey, qui est professeur de marketing et directeur de l'Institut du Capital Client à Grenoble, École de Management. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, une première question pour vous Catherine. Quand on parle de réclamation, ça veut dire quoi déjà la réclamation? Et c'est quoi votre définition et celle de La Marque? Alors, j'ai beaucoup pensé à ce sujet au fond parce que souvent on associe, comme vous l'avez dit, la réclamation à quelqu'un qui vient râler. Moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui attendait quelque chose et qui ne l'a pas eu. Voilà, il espérait un produit, il espérait un service, il espérait un accueil et il a totalement raison d'avoir eu cette espérance et cette espérance a été déçue. Et donc, derrière cette réclamation, il y a souvent le mot mécontentement, insatisfaction, incompréhension. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit « Ah là là, les clients ont de plus en plus tendance à réclamer ». Mais moi, je pense que dans le monde qu'on leur propose, un monde digital, un monde où il y a des tas de promesses qui sont clamées de partout, le client est roi, le client est au cœur de mes préoccupations, c'est pas forcément toujours cela que le client vit. Et du coup, il vient exprimer sa déception, son incompréhension, son sentiment de ne pas être pris en compte et voire parfois un énervement par rapport à une situation qui serait bloquée, où il n'a pas d'écoute et parfois même il n'obtient pas beaucoup de respect par rapport à justement sa demande. Merci, donc on parle de réclamation, mais on parle parfois aussi de culture de la réclamation. Mais alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors ce truc-là, c'est intéressant en effet, parce que c'est une réflexion qui vient d'une étude qui a été faite avec La Marque, et il y a quelques années, et où, avec mon collègue William Sabadi, on regardait les résultats et on voyait un paradoxe assez incroyable. Il y avait d'un côté des entreprises qui étaient très orientées clients, donc très centrées clients, avec des mesures de satisfaction client, il faut être orienté client, etc. Et dans ces entreprises, ces entreprises traitaient très mal la réclamation. Non seulement il la traitait très mal, je vais y arriver, mais en plus, ils ne voulaient pas la voir souvent. Donc elle passait sous le tapis. Et on s'est dit, tiens, c'est étonnant quand même, alors qu'à côté, il y avait des entreprises similaires qui, elles, étaient très orientées clients et qui traitaient très bien les réclamations. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les entreprises similaires qui sont toutes les deux orientées clients, l'une joue le jeu vraiment de la réclamation et l'autre pas. Qu'est-ce qui les différencie? Ni la taille, ni le secteur, rien. Ce qui les a différenciés, c'est ce qu'on a appelé la culture réclamation, c'est-à-dire des croyances, des valeurs partagées qui font que la réclamation et généralement l'insatisfaction est considérée comme une opportunité. À La Marque, on dirait une pépite plutôt qu'un pépin. Ben, c'est exactement ça. Et c'est la seule chose qui les différenciait. Et il en tirait toute une série de choses derrière. Voilà. Et c'est donc de là qu'elle est cette notion de culture réclamation. Une entreprise peut être orientée client, mais pas réclamation. Une entreprise peut être orientée client et réclamation. C'est curieux, les deuxièmes sont beaucoup plus rentables. D'accord, mais c'est intéressant aussi cette notion de l'insatisfaction reliée à la réclamation, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Donc du coup, pour identifier une réclamation, ok, mais comment on fait pour la traiter efficacement? Et comme vous êtes membre fondatrice de La Marque, c'est quoi la méthodologie qui est prônée aujourd'hui par La Marque? Alors la méthodologie qui est prônée par La Marque, c'est d'abord de s'intéresser à l'humain. Et c'est pour ça que moi, dans mes formations, je parle beaucoup des 5 E. Et donc, dans ces fameux 5 E, on a d'abord l'écoute et l'empathie. Et il me semble que justement, pour accueillir une émotion qui est souvent négative, l'écoute, derrière toute l'écoute, la prise en compte de la demande et l'empathie, c'est-à-dire savoir à un moment, moi, j'aime pas trop se dire se mettre à la place du client, j'aime bien dire se décentrer, s'associer à ce qu'a vécu mon client. Derrière ça, ça permet déjà de rétablir la confiance et de mettre un lien humain, surtout dans ce monde digital et numérique où l'on vit. Et ensuite, les 3 derniers E, donc là, on passe plus dans l'étude et le côté technique d'analyse de la réclamation. Il y a l'enquête, les explications. Ça me paraît très important de prendre le temps d'expliquer à un client ce qui s'est passé,
pourquoi aujourd'hui il y a une incompréhension ou pourquoi il y a peut-être un défaut de l'entreprise dans le fonctionnement. Et ensuite, il y a l'engagement. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir traité la réclamation, il faut montrer que derrière, on reste présent. Ça peut être aussi une confirmation par écrit de ce qu'on a dit à l'oral. Donc voilà. Donc ces 5 E, c'est vraiment prendre la réclamation dans toute sa complexité et d'accompagner le client tout au long du suivi de sa réclamation. Et alors, comment on s'organise en entreprise pour répondre aux réclamations? Et généralement, c'est rattaché à quel service? Alors moi, je vais parler de mon expérience personnelle parce que j'ai travaillé longtemps chez Noroto et c'est vrai que chez Noroto, les réclamations, elles étaient traitées à droite, à gauche, au petit bonheur, la chance. Et un jour, on m'a dit, tiens Catherine, est-ce que tu serais intéressée pour fonder le service réclamation client? Et donc, on a développé ce service jusqu'à gérer 14 000 réclamations par an, puisqu'on gérait toutes les réclamations des centres Noroto. Et donc, on était vraiment un service spécialisé. Parce que je le dis aussi souvent, et à la marque, on a beaucoup mobilisé d'énergie pour ça, c'est un métier qui n'est pas donné à tout le monde. C'est un métier où il faut avoir la culture de l'autre, il faut avoir le sens de l'écoute, il faut avoir le sens du service, et voilà, et sans aspect péjoratif, ça n'est pas donné à tout le monde. Donc effectivement, moi, il me semble qu'avoir des gens qui sont formés, spécialisés et qui savent accueillir une réclamation, ça me paraît très important au sein d'une entreprise. Et donc pour vous, rattacher directement à un service client ou ailleurs Alors moi, j'étais beaucoup rattachée à la direction client chez Noroto. Ensuite, j'ai travaillé chez un courtier en assurance de personnes et je traitais, selon l'importance des réclamations, mais je travaillais directement avec le président, à qui souvent étaient adressées les réclamations. Donc pour moi, le service réclamation, il est au cœur de l'entreprise. Parce que, comme le disait Daniel, je reprends une des phrases que j'ai toujours entendues, Daniel, c'est un centre de recherche et développement sponsorisé par les clients et gratuit. C'est là où, effectivement, on voit ce qui se passe au cœur de l'entreprise. Les bons côtés comme les moins bons côtés. Et c'est une piste d'amélioration formidable sur les produits et les services de l'entreprise quand on prend le temps d'écouter et d'organiser l'écoute de la réclamation. Merci. Alors, vous y avez du coup un peu répondu, mais on va laisser peut-être Daniel répondre sur le fait de nous dire, à votre avis, est-ce que c'est un sujet métier, RH, ce sujet de la réclamation ou managériale? Et l'autre point, c'est comment on fait justement pour insuffler une culture un petit peu... Alors, j'ai 3 heures ou... Donc, non. Pour ma première question, est-ce que c'est plutôt métier, RH, etc. Pour moi, la réponse est dans le titre de la question. C'est-à-dire, si on revient à la définition, c'est toujours pareil. Si une orientation réclamation, ce sont des croyances et des valeurs partagées qui font que je sais, moi, comment j'allais dire, c'est comportemental, comment me comporter au quotidien. Ça, c'est bien. Ce qui est bien chez Noroto peut être pas bien chez Lidl, parce que c'est une question de culture. Et donc, le management était concerné, évidemment, ça c'est sûr. Les RH sont concernés, évidemment, parce que qui mieux que les RH devrait s'emparer du problème. Mais les métiers, c'est au cœur de tous les métiers. Donc si je reprends, je vais vous dire, on va prendre tous les métiers un par un. Et d'ailleurs, une des limites majeures, quand on cherche à insuffler une orientation réclamation, c'est de se dire, bon, on va prendre tous les gens qui sont en face des clients, et eux, on va les former. Puis les autres, la DSI, les RH, le contrôle de gestion, eux, ils ne sont pas concernés par les clients, donc on ne les forme pas. Et là, on forme on construit ce qu'on appelle une entreprise à 2 vitesses. Et donc, ils se parlent en se disant, oui, mais toi, tu es à mon service, oui, mais toi, non, toi, tu n'es pas bon, tu ne sais pas ce que c'est qu'un client. Bref, on a tout faux. Donc, ça concerne absolument tout le monde. Et j'aurais juste terminé, ça concerne en particulier le sommet de l'escalier et la direction générale. Parce que s'il s'agit de croyances et de valeurs partagées, moi, qu'est-ce que je vois toute la journée? Je vois ce que fait ma patronne ou mon patron. Et quand il me dit « Ah, les clients, c'est bien », mais qu'il ou elle n'agit pas pour les clients, je me dis « Ok, je sais comment je dois agir. Tu dis blanc, mais tu fais noir, moi, je vais faire noir. Donc, je n'agis pas. » Et donc, c'est pour ça qu'il y a un vieux proverbe qui dit « Un escalier, ça commence par se balayer par le haut. » Et bien voilà, donc il faut commencer par balayer par le haut. C'est la seule solution, sinon on n'y arrivera pas. Merci pour cette touche de poésie. Et je rajouterai, Daniel, que la satisfaction et le traitement de la réclamation d'entreprise, ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. Et donc, l'idée, c'est que chaque service qui est en contact avec ou pas le client doit effectivement avoir ça à l'esprit. Parce que s'il y a un zéro au milieu, eh bien, ça vient annihiler tout le reste des contacts ou de l'expérience client. Merci. Alors, il y a une composante qu'on peut panier quand même dans notre métier, dans le métier de la relation client, c'est l'IA.
Et donc l'IA, ce tiraillement entre l'IA et l'humain, enfin, c'est quoi l'impact justement pour les sujets de la réclamation, Catherine ? Alors moi, je vois des entreprises qui utilisent l'IA de manière extrêmement intelligente, pour le coup. Donc la relation continue à être gérée évidemment par des conseillers, par des êtres humains, mais ils se servent de l'IA, par exemple, pour améliorer leur courrier ou pour poser des questions d'un point de vue juridique quand ils n'ont pas la réponse. Donc l'IA devient en fait une aide, un compagnon pour mieux gérer la réclamation. Quant au fait, comme je l'ai entendu parfois, de faire gérer la réclamation par de l'intelligence artificielle pure, moi je suis assez sceptique parce que, comme le dit la relation, il y a quand même une histoire d'émotion, il y a une histoire personnelle. Chaque client, et c'est ça qui rend ce métier passionnant parce que chaque histoire est différente, chaque client est différent. Et l'idée, c'est vraiment de prendre la mesure de la personnalité, la mesure de la demande de la personne. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer dans 50 ans, mais pour le moment, je n'ai pas encore vu un outil d'intelligence artificielle capable justement de faire ça. Mais en tant qu'accompagnement et en tant que facilitateur, je suis tout à fait pour. Alors Daniel, est-ce que finalement ça change quelque chose vraiment ? L'IA ou de façon plus générale ? De façon plus générale, qu'est-ce qui se passe en ce moment, quoi ? De façon plus générale et aussi l'IA. Et est-ce que vous voyez des impacts dans la gestion de la relation client ? Alors d'abord, je suis beaucoup moins spécialiste que Catherine, donc voilà. Mais en revanche, ce que je vois dans l'IA, c'est... Alors, ce que je vois, pardon, dans les évolutions de la gestion de la relation client, et donc, évidemment, le premier sujet en ce moment, c'est l'IA. Quand vous interrogez tout le monde et que vous dites, c'est quoi le hot topic ? Tout le monde vous dit l'IA. Alors là, je vais prendre ma casquette d'enseignant-chercheur et je vais dire, OK, l'IA au service de quoi ? L'IA est un moyen et pas une fin. Et donc, je rejoins Catherine complètement. Voilà. Donc après, on peut dire, ça marchera bien, l'émotion, il la prend en compte ou pas. On peut discuter. Mais la question, c'est au service de quoi ? Et donc, l'IA, c'est d'abord aujourd'hui, tel qu'on le voit, c'est d'abord au service de la réduction des coûts. Pourquoi ? Et je reviens à mon dada, parce que les services de relations clients sont considérés comme des centres de coûts. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à un centre de coûts ? On les réduit. Alors que si on considère que c'est un centre de profit, c'est-à-dire si on est orienté réclamation, on va se dire, mais attends, mais c'est des gens rentables, ça. Si on traite bien, ce que disait Catherine tout à l'heure, si on traite bien, ça va devenir rentable. Donc on devient un centre de profit. Et un centre de profit, on ne réduit pas ses coûts, on lui donne de l'argent pour qu'il se développe. Eh bien, le problème de l'IA, ça va être de se dire, est-ce que l'IA, ça au service de la réduction des coûts et de la rentabilité à très court terme ? Ou au fond, ce moyen-là, est-ce qu'il sera au service de quelque chose de plus large ? Mieux ou moins bien, on peut discuter, c'est une question d'éthique ou d'autre chose. En tout cas, on peut voir les deux de ce point de vue-là. Et puis quand même, évidemment, l'IA, c'est un peu comme le digital à l'époque. C'est que le digital était un moyen de réduire les coûts, un moyen de... Oui, mais ça ouvre des opportunités colossales. Nous sommes autant des dinosaures sur l'IA. Et l'IA va ouvrir des opportunités business qui vont largement dépasser. Et donc, à mon avis, on est vraiment au temps du départ et on va observer plein de choses qui vont arriver. Après, sur le reste, alors je vais là aussi revenir sur, une fois de plus, comment dire, comme c'est un simple moyen, la question c'est comment on fait pour transformer l'IA en quelque chose qui rende service à la cause. La cause étant la survie de l'entreprise, etc., etc. Et là, je reviens sur un deuxième enjeu qui me paraît absolument majeur, mais qui dépasse un peu l'IA, qui est de se dire, dans les services clients, je ne sais pas ce qu'en pense Catherine, pardon, c'est ça, c'est que je me dis, ce que je vends, ce que j'entends toute la journée, c'est des gens qui disent, c'est de plus en plus difficile, il y a des incivilités, on ne sait plus comment faire, on est mal considéré, etc. Ce qui est un vrai problème, hein, parce qu'on dit le client est humain, oui, mais la personne en face est aussi humaine, quoi. Voilà. Et donc, c'est là que ça se fait. Et l'avenir de la relation client ressemble quand même un peu à l'avenir de nos sociétés, où on se dit, mais pourquoi tant d'incivilité ? C'est parce qu'il y a une étude encore récente qui montrait que 93% des clients français n'avaient pas de confiance dans les marques. Donc, quand vous n'avez pas confiance, évidemment, vous commencez à être stressé, vous êtes dans l'émotion, qui dit émotion, dit incivilité, etc. Et donc, c'est un bon cercle vicieux. Et quel est le premier rempart aujourd'hui ? C'est le service client. Et donc, avec William Sabadi, on en discutait encore récemment, et on se disait, finalement, dans ce monde de défiance, dans ce monde d'IA, dans ce monde où finalement il y a moins de relations, peut-être qu'on pourrait donner une note d'espoir en disant que le service client, ça va être le dernier rempart créateur de confiance. Parce que là, j'ai eu Céline, elle s'est occupée de moi, quoi, vraiment. Et ça va changer. Et là, du coup, la confiance change. Et là, je reviens à Victor Hugo. Hein, l'espoir changea de camp, le combat changea d'âme. C'est ce que je pense que peuvent créer les services clients. Merci. J'allais proposer justement un mot de la fin.
à chacun de vous. Et j'allais vous dire, est-ce que vous avez un conseil ou un mot de la fin ou une petite citation? Mais je sens que vous êtes parti, là, Daniel, pour nous faire une petite citation. Donc j'ai commencé Catherine, comme ça vous laisse le temps de réfléchir à la petite citation pour finir. Moi, je n'ai pas de citation, mais je vais dire que je trouve que ce métier de gérer les réclamations clients, c'est un métier merveilleux. Et je rebondis sur ce que disait Daniel, justement, par rapport à ces incivilités, parce que moi, j'ai beaucoup réfléchi aussi à ce sujet. Les incivilités viennent aussi qu'il y a beaucoup de promesses qui sont non tenues et qu'à partir du moment, et moi je tiens vraiment à mes 5 E, à partir du moment où on commence par écouter le client et lui montrer qu'on comprend ce qu'il a vécu plutôt que de lui dire numéro de client, numéro de téléphone ou numéro de ceci, numéro de cela, je pense qu'on peut vraiment créer des relations apaisées. Et moi souvent on m'a dit mais comment tu fais pour faire ce métier, t'as des gens mécontents toute la journée au téléphone. Oui, mais c'est le métier où on reçoit le plus de reconnaissance. Et moi j'ai eu la chance, je tapissais mes murs de remerciements clients parce qu'on avait bien traité leurs réclamations. Donc c'est un métier aussi qui est absolument passionnant. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où on a autant de reconnaissance. C'est vrai, merci beaucoup. Merci Catherine. Bon, vous n'êtes pas obligée, hein. C'était pas prévu la citation de fin. Donc, non, c'était juste... là, je vais revenir à mes dadas habituels. Je reviens à mon histoire de centre de profit, de centre de coût, parce que on voit que dès qu'on est considéré comme un centre de coût, de toute façon, on sait comment ça se termine. Voilà. Et donc, du coup, la guerre est perdue d'avance. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, si j'avais un conseil très opérationnel à donner à tout le monde, c'est commencer par prouver votre rentabilité. Quand vous avez réussi à prouver avec des chiffres votre rentabilité, là, ça change tout. Et je reviens à ma citation de Victor Hugo. Là, ça change absolument tout, parce qu'il y a des façons de le prouver, le complaint model qu'on trouve sur le site de la marque, etc., qui montrent que, oui, dans ce cas-là, on est rentable, et voilà combien on a rapporté. Et du coup, là, ça change tout. Voilà le seul conseil, parce que tout commence par là. Une fois qu'on a prouvé ça, après, on est écouté. Prouver la rentabilité. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Catherine. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci, à bientôt.